Bonjour, on va commencer donc la troisième et dernière séquence sur le travail de retouche sélective avec aujourd'hui donc on va aborder Photoshop, les outils de sélection, alors les outils traditionnels et puis les changements qui ont pu être apportés dans les dernières versions de Photoshop. Bien, d'abord, il faut rappeler que donc les fonctions de Photoshop sont plus puissantes que les fonctions de Lightroom. On a vu pourquoi dans la vidéo précédente. C'est pas du tout le même objectif de départ. Et donc, les outils qui vont être fournis avec Photoshop vont également permettre des fonctionnalités plus puissantes que celles fournies dans Lightroom, même si, comme on l'a vu, les dernières fonctionnalités sont particulièrement intéressante. En fin de compte, la seule différence, ça va être quand on veut combiner des images entre elles et non pas uniquement travailler sur une seule image. Sur une seule image, on peut se contenter de Lightroom. Dès qu'on veut apporter des changements en combinant des images ou des trames ou des différentes sources, on va dire, visuelles dans la même image, à ce moment-là, on va être forcé d'utiliser Photoshop ou l'équivalent, bien sûr, mais pour ce qui nous concerne, Photoshop. Alors, les outils qui sont prévus, moi je distingue en gros trois modes de création de sélection. Un premier mode à partir de ce qu'on va appeler les outils de dessin. Un deuxième mode à partir des outils de peinture. Et un troisième mode que j'appelle un peu l'application sélective d'outils de retouche d'image, c'est-à-dire certains outils qui existent, mais qui en fin de compte offrent déjà des fonctionnalités avancées sur les modes d'application de l'effet de l'outil dans l'image considérée. On va voir ça au fur et à mesure. Chaque mode suit un objectif différent, répond à un objectif différent. Ça peut être du montage, ça peut être un traitement sélectif de zone d'image. Et pour chaque mode, on va avoir des besoins un peu différents. Par exemple, si on veut effectuer du montage, alors quand je dis montage, ça peut être aussi, c'est pas forcément du montage créatif au sens où Philippe Bourdon nous montre son travail, ça peut être aussi des montages de zones d'image que l'on a traitées différemment entre elles et que l'on regroupe pour fournir l'image finale. Donc dans ce cas-là, le besoin principal, c'est de pouvoir déterminer des morceaux d'image à combiner avec les autres morceaux, que ce soit au sein d'une autre photo ou de la même photo. Si au contraire on recherche uniquement une question de traitement sélectif, ce que l'on va chercher à ce moment-là, c'est de pouvoir différencier les zones qui seront traitées de celles qui ne le seront pas ou qui seront traitées de façon différente. Alors, chaque type de sélection présente des avantages et des inconvénients qui sont à connaître parce que ça nous permet de jouer avec et de détourner éventuellement un mode parce qu'il présente des avantages et de le détourner vers d'autres fonctions qu'on a en tête. Si on regarde, pour commencer, le principe du montage, pour bien mettre les choses au point. On part d'une image 1 dans laquelle on va repérer un élément que l'on veut copier et amener vers une deuxième image. On effectue donc une sélection à partir des outils de sélection qui nous sont fournis dans le logiciel de départ. On ouvre une deuxième image dans laquelle l'objectif est de coller cette sélection et avec des fonctions de copier-coller de la sélection et puis de redimensionnement, on va coller la partie de l'image de départ dans l'image d'arrivée, restera ensuite à travailler l'image globale de façon à estomper toutes les parties qu'il pourrait faire non naturelles dans le collage. Le principal des avantages de cette première méthode pour nous, c'est qu'on va avoir des sélections qui peuvent être parfois trop marquées avec un effet peu naturel et un travail d'estompage qui peut être un peu délicat à faire. Cela dit, avec un peu d'habitude, on y arrive. Cela dit également, il faut penser que la deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode par laquelle on va passer
par des masques de fusion peut être également combiné avec celle-ci, puisqu'on peut tout à fait coller l'intégralité d'un calque vers une autre image, et donc le calque avec son masque de fusion, comme on va le voir maintenant. Donc le principe de la retouche sélective, le deuxième, on va souvent partir là d'une image de départ également, bien sûr, mais le but n'est pas d'aller vers une deuxième image où on va coller cette image. Le but est de travailler sur une zone précise de cette image unique. Donc la première étape consiste à sélectionner un objet. On va voir les outils de sélection qui sont à notre disposition par la suite. Et cet objet, cette sélection, on va la transformer en masque de fusion à partir du choix d'un réglage que l'on veut effectuer. Vous allez voir que c'est finalement très très simple. Uniquement la seule chose à travailler de façon correcte, c'est la sélection elle-même. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut gérer beaucoup plus facilement les contours de la sélection, parce que ce masque de fusion, on va voir qu'on a des options tout à fait intéressantes pour gérer son intégration dans le fond. Le principal problème, valable d'ailleurs pour les deux cas, pour les deux modes de sélection, c'est le temps de tracé des sélections, au moins et surtout avec les outils originels de Photoshop. Alors quels sont ces outils de sélection qui sont proposés? Pour ce qui concerne le mode dessin, c'est-à-dire où on va définir à la main la sélection sur laquelle on veut travailler. On a d'abord le plus simple, le plus simpliste, je devrais dire, qui est l'outil rectangle et ellipse. Alors on voit qu'ici, ça c'est la barre d'outils qui apparaît dans Photoshop, on voit qu'ici on a des icônes d'outils qui sont proposées, avec pour certaines icônes, on voit là une petite flèche dans le coin inférieur droit. Cette petite flèche, on la retrouvera quand on ira directement dans Photoshop, nous indique qu'il y a sous cette icône en fait plusieurs outils qui sont proposés. Donc il faut cliquer avec le bouton droit sur l'icône et on voit apparaître le menu des différents outils prévus. Donc par exemple sous cet outil on aura la forme rectangle ou la forme ellipse. Le deuxième outil qui est à notre disposition pour le dessin, c'est ce qui s'appelle l'outil lasso. On verra là aussi, il y a une icône ici, une petite flèche sous l'icône, on verra aussi qu'il y en a plusieurs. Là, c'est un dessin à la main, main levée, ou légèrement assisté par un magnétisme le long des sélections qui est fourni par Photoshop. Troisième outil, c'est l'outil des sélections, où là, on a une aide apportée par le logiciel. On n'est pas uniquement dans du dessin à la main. Donc ça représente la première famille, si vous voulez, de dessin. Mais il faut y ajouter un outil qui se trouve tout en bas de la barre d'outils, qui s'appelle l'outil plume, qui est un outil dans sa fonction originelle pas du tout évident à gérer, mais dans une fonction détournée où on n'utilise que des petits points, on le verra par la suite, on peut arriver à faire des sélections assez propres avec cet outil plume. Par contre, il est particulièrement chronophage puisqu'il faut faire le tour à la main par petits points de la forme que l'on veut dessiner. Les outils de peinture, c'est principalement le pinceau, et on verra comment l'utiliser en coordination avec le masque de fusion. Et les outils, ou l'outil qui nous intéresse de retouche sélective, ça va être particulièrement l'outil densité, plus clair, moins clair, et on verra que cet outil densité, on peut l'utiliser en fonction des degrés de luminance dans la photo avec une application totalement différente. Voilà donc un résumé très rapide des outils à notre disposition. Maintenant, on va essayer de voir directement dans Photoshop ce que l'on peut faire avec ces outils. Nous voilà dans Photoshop avec une image qui est ouverte ici, sur laquelle j'ai imaginé vouloir faire un certain nombre de modifications sélectives. Alors on va voir déjà le principe et on va passer en revue donc ces outils qu'on a vus précédemment qui se trouvent ici sur cette barre d'outils qui pour moi est collée à gauche de l'interface. Premier outil qu'on a vu, qui s'appelle outil rectangle de sélection. Si je clique bouton droit,
on voit apparaître les deux outils qui sont à notre disposition, rectangle ou ellipse. Si je choisis ellipse, par exemple, l'icône ici se transforme pour montrer la forme, et je me retrouve avec, vous voyez mon curseur, une petite croix. Cet outil ellipse, si j'appuie sur la souris et que je garde appuyé mon bouton gauche, je relâche, j'ai une forme qui est définie, que je peux déplacer à l'aide de ma souris, mais je ne peux pas modifier. Elle est fixée une fois pour toutes. Cette forme, je peux vouloir dire, eh bien, je vais par exemple obscurcir ma partie statut. Je vais chercher dans mes outils ici de réglage, je vais chercher luminosité et contraste, je clique, mon outil apparaît ici, et vous voyez que dans la barre de mes calques apparaît un nouveau calque qui s'appelle luminosité contraste. Si je clique et que je déplace mon curseur luminosité, vous voyez que la zone déterminée par mon ellipse est plus ou moins lumineuse ou plus ou moins sombre. Idem pour le réglage contraste qui est ici. Donc c'est simple, c'est automatique en ce qui concerne la création du masque de fusion. Par contre, comme on le voit, c'est pas du tout précis parce que si la statue est bien intégrée dans ma sélection, bien le fond y est aussi et c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc je vais annuler ici mon masque et le supprimer. La deuxième série d'outils correspond aux outils lasso. L'outil lasso de base va me permettre de suivre ici à la main en gardant appuyé mon bouton gauche de la souris. Je vais suivre à la main le contour de mon image, surtout sans la relâcher. Et vous voyez que si je fais une erreur, là j'ai oublié de suivre le tracé, bon bah c'est pas grave, je continue, on verra qu'on peut le modifier après. Donc je vais aller assez vite. Le problème c'est que vous voyez c'est assez quand même difficile à suivre la forme exacte. Et quand je relâche le bouton de ma souris, le dernier point va rejoindre le premier. Si je veux effectuer un réglage de niveau par exemple, de la même façon, un calque réglage de niveau est créé, et si je déplace ici mon curseur des niveaux, je vois que les modifications s'appliquent sur l'ensemble de la sélection. Bon, on voit que c'est relativement difficile quand même à créer à main levée un masque avec des figures un peu complexes, mais on verra qu'il peut avoir une utilisation intéressante pour certains plans. Deuxième outil dans les lassos, c'est ce qu'on appelle le lasso polygonal. Lasso polygonal va nous permettre de créer une forme, un polygone, donc avec, quand je clique un point de départ, je vois que là je relâche mon point, mon curseur. Vous voyez, tant que je ne reclique pas, mon trait est droit et va dans la direction où j'emmène la souris. Un clic, je marque un angle. Deuxième direction, 2 clics, je remonte, 3 clics, 4 clics, 5 clics, double clic et ma forme se referme. On voit que c'est un petit peu plus précis, mais on n'a que des lignes droites, les courbes ne sont pas comprises. On va donc dans le menu sélection, je vais désélectionner de façon à revenir au départ et voir le troisième outil lasso qui est un outil magnétique. Magnétique, ça veut dire que c'est le même principe que tout à l'heure. Je clique une fois et je suis ma forme. Et vous voyez qu'en suivant ma forme, là je ne clique plus. C'est le logiciel qui va déterminer des points à la limite de densité. Et je peux aller relativement vite à la limite de densité des formes de la photographie. Arrivé au bout, double clic et ma forme se resserre. On voit ici que je peux créer des courbes,
des droites, que en fin de compte le magnétisme s'applique relativement bien dès lors qu'on a un contraste ou des tonalités, des différences de tonalité bien marquées entre les différentes formes de la photo. Par contre, on voit que c'est pas toujours précis. Par exemple ici, ça m'a exclu certaines formes ou certaines parties de ma forme de colonne de la sélection. Donc là aussi, il faudra pouvoir, on verra, retravailler cette sélection de façon à intégrer tous les éléments que l'on veut. J'en arrive à ma troisième famille d'outils, qui sont les outils de sélection. Sélection rapide tout d'abord. Là, je m'intéresse pour le moment uniquement aux outils traditionnels. Outils de sélection rapide, je vois que mon curseur change de forme, devient un cercle avec une petite croix au milieu. Si j'appuie sur la touche Alt et que je garde la touche Alt enfoncée, en étant sur l'image, je vois qu'une zone rouge apparaît, le curseur se teinte en rouge, et si, en gardant le bouton droit de ma souris appuyé, je déplace latéralement ma souris, je vois que la taille de la zone de mon curseur devient soit plus petite, soit vers la gauche, et vers la gauche, et plus grande vers la droite. Si je garde toujours mon curseur appuyé, mais que j'avance ou que je recule en haut, en bas, si vous préférez, ma souris, toujours touche Alt appuyé et le bouton droit, on voit que c'est la dureté de mon curseur, c'est-à-dire la précision ou la diffusion de la limite de mon curseur, qui varie. Alors ça, c'est important à savoir parce que le degré de précision de la génération de sélection va dépendre de la grosseur et de la densité, de la dureté de mon curseur. Le principe, c'est que je me place sur la zone que je veux sélectionner, je clique sur le bouton gauche de ma souris et je déplace, voilà, légèrement mon curseur. On voit que la zone se détermine toute seule. Ça marche relativement bien avec des zones qui sont ici bien contrastées et relativement simples. Si maintenant je veux sélectionner ma statue, je vais d'abord désélectionner, je veux sélectionner ma statue et je fais la même chose. Regardez ce qui se passe. Bien, j'ai des zones qui sont très difficiles à gérer parce que finalement ce n'est pas l'ensemble du contour extérieur qui est pris, c'est certaines zones de contraste à l'intérieur. Comme on a beaucoup de détails, la sélection est dure à faire. Alors on peut y revenir plusieurs fois, je réappuie à gauche et je reclique sur ma main, je suis ma statue, mais je vois qu'ici où j'ai peu de différence de contraste, eh bien tout l'arrière-plan a été intégré. Si je continue sur la droite, on va voir qu'ici aussi il y a des zones qui sont un peu difficiles à gérer. Donc en gros, cet outil sélection rapide peut nous permettre à travailler relativement rapidement pour certaines formes, quand elles ne sont pas trop compliquées. Ça peut faire gagner du temps. Dernier outil, il s'agit de la baguette magique. Alors je vais d'abord désélectionner ma zone. Je vais aller chercher ma baguette magique. Là on voit que le curseur se transforme en baguette avec des petites étoiles magiques là au bout. Et le principe, c'est de cliquer une fois sur la zone et c'est le logiciel qui détermine toute la zone sélectionnée. Bon, on s'aperçoit tout de suite qu'ici, la colonne, elle n'est pas du tout précise, qu'elle a englobé des sélections autour qui n'ont rien à voir. Si j'en rajoute, je ne peux pas garder appuyé, vous voyez, si j'appuie dessus, je déplace ma sélection. Donc on va faire annuler. Si je reviens ici, ma deuxième colonne, vous voyez que c'est pareil, c'est pas du tout précis. Alors cet outil-là, il peut nous faire gagner du temps uniquement dans des cas comme celui-ci,
où on a des zones qui sont très cohérentes, très distinguées les unes des autres. En particulier, si je veux définir le ciel ici, je donne un clic et je vois que une bonne partie du ciel est correctement sélectionnée. Bon, il faudrait voir en agrandissement. On voit que le trait ici n'est pas trop mal suivi sur toute la partie haute. À partir de la partie basse, on se demande pourquoi c'est pas vraiment fait. Je peux rajouter une deuxième fois mais en bas, mais on s'aperçoit ce coup-ci que c'est le haut. En fin de compte, ça travaille tout simplement sur les densités, et on s'aperçoit que la densité du bleu ici est légèrement plus claire que la partie supérieure, et donc la sélection ne se fait pas correctement. Alors on verra qu'on peut avoir des outils ensuite pour améliorer cette sélection et cliquer plusieurs fois. Le dernier outil de sélection dessin qui existe, on l'a dit, c'est l'outil plume. L'outil plume, si je le sélectionne, on voit qu'il y en a un certain nombre d'options. Je ne vais pas m'attarder dessus, on va prendre l'outil plume simple. Il nous donne la possibilité de créer une série de points. Si je clique ici sur ma souris, je détermine un point. Et vous voyez qu'il ne se passe rien autour. Je vais cliquer une deuxième fois et je vois un deuxième point arriver. Je peux continuer ainsi. Alors, normalement, cet outil est fait pour pouvoir créer des courbes qui sont lissées automatiquement. Mais la façon de gérer ces courbes est réputée comme étant à la fois efficace mais particulièrement difficile à gérer. Moi, je l'utilisais, cet outil, il n'y a pas si longtemps, en agrandissant ma photo et en gérant tout simplement des clics à la limite de ma photo, mais vous voyez que ce n'est pas toujours évident à trouver l'intérieur et extérieur. Et pour déterminer des zones, ici, alors je vais faire des zones assez grandes, tant pis, tout autour de la forme que je veux sélectionner. On va aller vite, je vais prendre cette forme ici. Autant de points. Plus il y a de points, plus évidemment les formes seront précises. Et quand j'ai terminé, je reclique sur le point de départ. Là, ma sélection se forme. À partir de là, et par contre j'ai une petite manip à faire. Il faut qu'avec le bouton droit de la souris, je clique sur l'option définir une sélection. Je peux lui donner un nombre de pixels pour rendre progressif le bord de la sélection, c'est-à-dire ne pas avoir une marque trop nette, trop visible. Je clique sur OK et vous voyez que là, je vois apparaître ma sélection. Si je veux utiliser par exemple le réglage luminosité-contraste, mon masque de fusion, apparaît bien ici avec mon calque de réglage et je vais pouvoir agir uniquement en lumière sur la sélection. On voit tout de suite que là, effectivement, j'ai bien un petit dégradé qui s'est produit, mais que la forme elle-même n'est pas très régulière autour de la silhouette que je voulais représenter. Alors c'est un outil qui est précis, il faut prendre du temps, et on peut y arriver à faire des choses particulièrement propres avec ça. Le problème, c'est que, comme je disais, il faut prendre du temps, et c'est pas toujours très pratique, parce que maintenant, finalement, on a des outils que l'on va voir, et qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus rapides. Alors, comme dans Lightroom, on a, dans les dernières versions de Photoshop, des nouveaux outils qui ont été intégrés et qui utilisent la base de l'intelligence artificielle qui peut reconnaître des formes. Vous voyez, on le voit ici dans l'icône, enfin l'image qui s'affiche automatiquement sur l'icône de l'outil de sélection. On voit que les formes peuvent être reconnues les unes après les autres. Ça, c'est l'outil que l'on va chercher qui s'appelle outil de sélection d'objets, désormais. J'ai un curseur avec un carré qui s'affiche. Je vois que j'ai une première sélection qui s'affiche automatiquement, mais moi ce que je veux c'est sélectionner ici ma statue, donc je vais
faire comme si je dessinais un rectangle. Je clique sur le bouton gauche, et je tire ma souris autour de ma statue. Je relâche. On voit que le logiciel se met à calculer et il a déterminé la forme de ma statue. Je clique et vous voyez, cette sélection apparaît automatiquement en quelques secondes. Si maintenant je veux créer un masque de réglage, eh bien ce masque de réglage va bien correspondre à la statue et on voit que si on force le trait, on voit que les limites sont bien respectées, que le logiciel a tout à fait bien reconnu la forme qui nous intéressait. C'est pas toujours le cas. Là, j'ai pris une forme simple. C'est pas parce qu'il y a des contrastes marqués. C'est pas toujours le cas, mais dans une grande majorité des cas, on va avoir des résultats tout à fait satisfaisants et que l'on peut compléter s'il y a besoin par la suite. Le second outil que Photoshop intègre, qui utilise des fonctions d'intelligence artificielle, correspond à une fonction liée au ciel. Admettons qu'ici, le ciel ne m'intéresse pas, j'ai envie de lui donner une autre tonalité à mon image, avec une atmosphère complètement différente. Je veux changer mon ciel. La grande difficulté va être de sélectionner le ciel, sachant que ici, j'ai des formes entre la partie voile et la partie personnage relativement simples à déterminer. Même chose pour la mer et le sol. Par contre, vous voyez que j'ai tous les fils ici qui tiennent la voile, qui sont incrustés dans le ciel et qui seraient quasiment impossibles à gérer à la main si je voulais faire des sélections et remplacer par la suite le ciel par une nouvelle image de ciel. Il existe maintenant donc un outil qui ne se trouve pas dans la barre d'outils ici à gauche, qui se trouve dans le menu Édition, Remplacement du ciel. Si je clique sur cet outil, je vois un panneau s'afficher ici, avec un certain nombre de ciels qui sont proposés, et vous voyez ces ciels qui se trouvent dans un menu où je peux choisir et éventuellement rajouter d'ailleurs des ciels. Admettons que je choisisse ce ciel-là. Ce ciel va venir remplacer le ciel d'origine, et si on regarde, on s'aperçoit que les fils ont bien été détourés. Alors, vu la tonalité ici, ils deviennent un peu transparents parce que c'est dans le sombre, mais dans le clair, on voit très bien que les fils ont été détourés, que le ciel a été remplacé parfaitement par derrière, et que ma photo a intégré un nouveau ciel vraiment très facilement. Alors attention, ça peut être tout à fait un gadget, parce que vous voyez par exemple ici que la tonalité du ciel, celle de la mer et de la terre, ne correspondent plus du tout. Donc c'est pas vraiment naturel. Idem pour l'éclairage du personnage, où on voit qu'il y a une lumière ici qui arrive de l'avant, alors que sur l'image, la photo, le ciel arrive de l'arrière, le soleil arrive de l'arrière. Donc c'est pas forcément très naturel. On a une palette de réglages ici qui existe. Je ne vais pas la détailler parce que c'est une fonction qui n'est pas forcément la plus intéressante. Tout dépend de ce qu'on veut faire avec sa photo, mais bon, à voir chacun. Donc j'annule et je reviens à mon ciel de départ. Et voilà mes outils de sélection principaux qui ont été décrits, tout au moins pour la partie dessin. On va aborder maintenant les outils de sélection par la peinture. L'outil qui nous intéresse, c'est l'outil pinceau. Vous voyez le bouton droit de la souris, puisque j'ai une petite flèche ici, j'ai deux outils cachés derrière mon icône. Je n'ai pas parlé de l'outil crayon, celui qui m'intéresse ici, c'est l'outil pinceau. Quand je déplace mon curseur, je vois que j'ai cette forme ronde qui arrive. Si j'appuie que je garde à enfoncer la touche Alt de ma souris plus le bouton droit de ma souris, avec comme tout à l'heure les mouvements latéraux ou d'avant en arrière, je peux faire varier soit la taille, soit la dureté de la forme de mon pinceau.
Admettons que je veuille sélectionner ici uniquement la partie statut de ma photo. J'ai vu tout à l'heure que les outils de dessin ne m'apportaient pas une réponse immédiate, tout à fait correcte, à la sélection de cette partie uniquement. La solution que je peux envisager, c'est de créer dans mon calque ici, en allant chercher sur les icônes du bas l'outil masque de fusion, je clique et je vais créer un masque de fusion. Ce masque de fusion, on voit qu'il apparaît comme étant blanc. Blanc, c'est une couleur qui m'indique que toutes les modifications que je vais apporter seront valables sur toutes les zones blanches. Vous voyez que si je prends ici la luminosité, c'est l'ensemble de mon image qui est affecté par les changements. Ici, moi, ce que je veux arriver, c'est à baisser, par exemple, la luminosité, mais je voudrais que cette luminosité ne baisse que sur le fond de l'image et pas sur la statue. Je vais donc sélectionner mon masque de fusion blanc ici, et je vais peindre sur ce masque de fusion à l'aide de l'outil pinceau. Je vais peindre en noir, donc en sélectionnant ici, en m'assurant que c'est bien le noir qui est en haut à gauche et qui est sélectionné comme couleur. Je vais peindre en noir toute la partie que je veux éviter de changer, de modifier dans mon image. Je m'assure tout d'abord, vous voyez que l'opacité de mon pinceau, j'ai un curseur ici, est bien à la taille que j'ai envie. 100%, ça veut dire que je vais peindre en noir absolu et que l'image ici, mon masque de réglage va être totalement transparent et ma statue va être exactement comme elle était sur ma photo de départ. Je pourrais décider de baisser l'opacité de mon pinceau et de ne donner qu'une certaine mesure de transparence. Mais pour ce qui m'intéresse ici, on va le garder à 100%. Pour travailler proprement, je vais venir ici m'assurer que mon pinceau est bien sur mon image et je vais, avec le bouton droit appuyé, le bouton gauche, pardon, appuyé, je vais venir peindre sur la statue. Alors, si je veux faire de façon tout à fait précise, il va falloir que j'agrandisse, que je m'assure que la densité, la dureté de mon pinceau ne soit pas trop forte, parce que sinon je vais avoir des limites qui vont être très violentes, mais généralement je donne un petit peu de densité, de façon à avoir une progressivité de mon pinceau. Quand je suis sur les bords, je travaille avec un pinceau relativement petit. Vous voyez, là je viens travailler sur le bord. Quand je suis sur la partie centrale que je remplis, eh bien j'agrandis mon pinceau et je viens remplir la forme. Donc c'est tout un travail de peinture sur la forme qui m'intéresse, en gagnant du temps avec les tailles. Bon, je ne vais pas aller à fond, je vais juste faire la partie du bras ici, et vous voyez que je peins et ma densité de lumière telle qu'elle était dans ma photo d'origine réapparaît. Je vois aussi que j'ai certaines zones ici qui ont été dépassées. Dans ce cas-là, je reviens ici inverser mes couleurs. Je prends du blanc et avec le blanc, eh bien, je vais redire, voilà, j'efface ici le noir, ce qui veut dire que la zone ici que je remets va être affectée par les changements, les modifications que j'apporte. Vous voyez maintenant, si je reviens à ma luminosité, je l'ai dit, vous voyez que la partie sélectionnée ne bouge pas et je peux faire ressortir par exemple mon personnage exactement comme j'ai envie qu'il ressorte. Donc ça, c'est l'outil peinture.
Dernier outil qui peut nous intéresser, donc je vais supprimer ce calque ici, je reviens à ma photo de départ. C'est un outil un peu spécial, c'est plutôt un mode de travail sélectif plus qu'un outil. L'outil, c'est l'outil densité. Vous voyez que je peux donner moins de densité, autrement dit plus de lumière, en cliquant à la zone située sous mon curseur. Densité plus, je viens apporter plus de lumière dans la zone donnée par mon curseur. Vous repérez que touche Alt plus bouton droit, on retrouve ces fonctions de gestion du curseur, paramétrage de la dureté et de la taille. Et donc je peux venir simplement modifier mon curseur, mes densités. Par contre, cet outil, il a deux choses importantes. D'abord, on a ici un niveau d'exposition qui va de 1% à 100%. Plus j'agrandis mon pourcentage, plus l'effet est marqué. Plus je le réduis, plus l'effet est progressif. Mais j'ai également ici, vous voyez, un menu déroulant qui me permet de travailler en sélection, en densité sélective. Ici, je travaillais sur les tons clairs. Je peux choisir de travailler uniquement sur les tons moyens ou sur les tons foncés. Et en fonction du choix que je fais, ma densité va être plus ou moins marquée. Vous voyez que par exemple ici, la densité plus est plus marquée sur les zones intermédiaires ici du chapiteau, alors que sur les zones claires, l'effet est beaucoup moins marqué. Donc c'est un outil aussi de travail sélectif que je signale en passant parce que ça peut être intéressant dans des cas d'images particulièrement contrastées avec des différences de densité relativement fortes. Donc on rappelle que dans tous les cas, quelle que soit la méthode de sélection que l'on va utiliser, quels que soient les outils qu'on va décider d'utiliser, il y a deux possibilités de travailler ensuite avec la sélection qu'on a déterminée. Soit, comme ici, je vais directement modifier la partie sélectionnée, ici le ciel, et je vais travailler sur cette zone uniquement. Soit je peux décider de copier-coller ces réglages. Par exemple, si je reprends ma sélection d'origine, je peux décider ici de copier-coller vers une autre photo l'ensemble de mon calque, c'est-à-dire la photo plus le masque de fusion, en faisant bouton droit, dupliquer le calque. Je vais lui donner un nom et je vais lui dire que je vais aller coller ça sur la photo ouverte qui s'appelle statut pointif. Je fais OK et quand je vais dans ma photo qui s'appelle statut pointif, je vois que l'ensemble de mon masque de fusion ici est arrivé, que je peux maintenant, puisque si je veux intégrer ces deux statuts dans la même photo, que je peux avec l'édition transformer en homothétie, c'est-à-dire en respectant les proportions. Je viens saisir ici le coin de l'image et je vais créer une deuxième statue qui va répondre à la première. Je vois que l'ensemble de ma photo plus le masque de fusion ont bien été déplacés ici en même temps. Et donc, on peut jouer sur les différents types de sélection pour faire soit de la modification sélective dans une seule image, soit de la modification dans plusieurs images et travailler exactement de la façon que l'on désire. Le problème, c'est que ces outils de sélection ne sont pas toujours suffisants en soi. Il va falloir voir maintenant comment est-ce que l'on peut affiner les sélections quand elles ne nous correspondent pas exactement ou quand elles ne correspondent pas à ce qu'on avait prévu de faire exactement.
On va donc revenir un petit peu en arrière sur les outils et reprendre l'outil le plus basique, l'outil rectangle ici, qui va nous permettre d'expliquer un peu comment fonctionnent les différentes sélections que l'on veut vouloir faire dans une image et surtout comment les affiner. Vous voyez qu'ici, chaque fois que je choisis un outil de dessin, je vais avoir en haut de mon menu 4 icônes qui m'intéressent. La première icône s'appelle Nouvelle sélection. Si par exemple je crée une sélection rectangle, que la nouvelle sélection ici, l'icône est enfoncée, que je veux faire une deuxième sélection, vous voyez que ma deuxième sélection vient remplacer la première et je ne peux pas les combiner directement. Par contre, si j'appuie sur la deuxième icône qui s'appelle Ajouter à la sélection, je vais pouvoir ici créer une deuxième zone et vous voyez que maintenant ma sélection globale inclut la sélection 1 plus la 2 et je pourrais continuer de la même façon à créer des sélections multiples. Ça c'est vrai aussi bien avec les outils de lasso, vous voyez que j'ai toujours les mêmes icônes ici, que de sélection rapide. La forme a un peu changé mais le principe est exactement le même. La troisième icône, c'est l'inverse, c'est soustraire à la sélection. Si j'ai une zone ici, je veux éviter le point, je choisis ma zone, je la détermine, et vous voyez que la zone qui correspond à ma nouvelle sélection a été annulée, a été soustraite à la zone principale. Et dernier point, je peux vouloir ne conserver que l'intersection avec ma sélection, donc j'ai une première sélection ici, je veux garder uniquement les yeux, je peux encore affiner et je vois que c'est uniquement ce qui correspond au croisement de mes différentes sélections qui apparaît au final sélectionné. Et ce qui est intéressant, c'est que ces modifications, on peut jouer sur les différents outils, entremêler les différents outils pour venir travailler à notre sélection de façon à obtenir exactement ce qu'on veut. On va prendre maintenant un exemple concret de ce que je dis là. Je désélectionne et je vais vouloir travailler sur ma boxeuse ici. Je vais venir chercher mon outil de sélection d'objets parce qu'il me semble que c'est le plus rapide. Je détermine ma zone. Je le laisse calculer et voilà ce qu'il me permet de voir, vous voyez, en rose affiché les zones sélectionnées et ce qui reste noir ici, ou ce qui ne bouge pas plutôt, ce sont les zones qui ne sont pas sélectionnées. On voit par exemple que j'ai un point ici qui n'est pas sélectionné, j'ai une partie ici du maillot qui n'est pas sélectionnée, alors que je voudrais les avoir, et puis j'ai une partie du grande box ici qui n'est pas sélectionné. Eh bien, je vais pouvoir venir chercher par exemple mon outil de sélection rapide pour... Alors, il faut que je vérifie si je suis bien ici sur ajouter à la sélection, c'est le cas, et je viens sélectionner ma zone. Ici aussi, je vois que rapidement, ma zone, ici aussi j'en ai, je vais remonter jusqu'au bras, voilà. Tout l'ensemble des personnages est maintenant sélectionné. Il me reste ici le point qui n'est pas sélectionné, mais que je ne vais pas vouloir que je vais pas pouvoir travailler avec mon outil actuel, parce que si j'appuie ici, vous voyez, je ne vais avoir qu'une petite zone, il ne va pas retrouver, hop, il va chercher tout le noir. Je vais enlever ça dans mon historique. Il ne va pas pouvoir travailler là-dessus. Donc ici, je vais compléter par un outil de dessin manuel qui va être l'outil lasso. Et je rentre ici, je suis en ajout. Je rentre et je dessine la forme du point qui me manque. Je rentre à l'intérieur et vous voyez que cette forme a été ajoutée. Ici, j'ai un endroit où je m'aperçois, je ne sais pas trop ce que ça doit être, un bout de cheveux qui arrive ici mais qui ne m'intéresse pas trop. Je vais aller mettre soustraire la sélection. Avec mon outil lasso, je viens faire le tour et ma sélection est enlevée. Même chose ici pour les bouts qui ne m'intéressent pas. Ici, je m'aperçois
que je vais ajouter la même chose ici, la partie de la fin du grande box, et voilà, j'arrive comme ceci à affiner ma sélection de façon globale. Et je peux créer maintenant mon masque de fusion qui apparaît, donc en noir, ce qui est transparent. Alors, comme je n'ai pas de calque en dessous, eh bien, mon fond disparaît, et en blanc, ce sur quoi je vais pouvoir travailler. À noter aussi que ce masque de fusion que j'ai créé, je vais pouvoir encore affiner les choses si j'en ai envie. Si je double-clique sur ce masque de fusion, je vois qu'apparaît ici une nouvelle interface avec des outils qui sont... Alors tous ne sont pas... Je ne les ai pas forcément tous intégrés d'ailleurs, tous ne sont pas utiles de la même façon, pas forcément évidents, mais moi ce que je vois et que j'utilise assez souvent, c'est d'une part le panneau inversé, qui va m'inverser ma sélection. Vous voyez, là je retrouve mon fond et passe en transparent le personnage qui était sélectionné. Donc, je reviens évidemment à mon personnage. Je vais pouvoir travailler le contour. Au lieu d'avoir des contours très nets, je vais pouvoir avoir un contour, vous voyez, que je vois apparaître de plus en plus progressif, voire très progressif. Donc je peux travailler la finesse de ma sélection de façon à ce qu'il s'intègre, ou ce que les modifications que je fais sur cette sélection vont pouvoir s'intégrer beaucoup plus facilement dans mon image. Et j'ai également ce qu'ils appellent le décalage du contour, qui fait que, alors là on va chercher une sélection plus forte, je vais soit, vous voyez, la limite de ma sélection va s'éloigner de ma sélection, ou au contraire, à l'inverse, rentrer à l'intérieur de ma sélection. Ça peut être pratique dans certains cas pour éviter des effets un peu désastreux d'une sélection trop nette. Généralement, on le laisse à 0%. Par contre, le contour progressif, il est particulièrement intéressant pour fondre un peu notre sélection dans le reste de l'image. Je clique OK et je vois que ma sélection ici apparaît et je peux maintenant travailler de la façon dont je le souhaite les outils. Je peux même combiner tous ces outils en faisant glisser mon masque d'origine vers mon outil de sélection, mon outil de réglage, pardon. Donc ici mon réglage, je vais pouvoir travailler uniquement sur ma sélection en laissant le fond exactement comme il est. Donc voilà comment on peut affiner nos sélections et avoir quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus net, et de travailler la façon dont on a envie de travailler. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur la notion de retouche sélective sur nos deux logiciels Photoshop et Lightroom. Après, c'est l'imagination de chacun qui guidera ce qu'on veut faire avec, les utilisations qu'on peut en faire. L'idée, c'est d'avoir avant tout une connaissance globale de tous ces outils. Il faut les utiliser, il ne faut pas hésiter à les mélanger, il faut faire des essais, et progressivement, on s'aperçoit qu'on peut aller très loin, et que justement, ces outils nous permettent de rassembler l'image photographique, ce que j'avais expliqué comme tel dans l'introduction générale, rapprocher l'image photographique de l'image mentale qu'on a en tête, et d'arriver à faire exactement ce que l'on voulait. Bon, j'espère que ces tutoriels vous auront aidé. Je reste disponible s'il y a besoin pour répondre à vos questions lors des séances du jeudi. Et puis s'il y a besoin aussi d'autres précisions qui nécessiteraient un didacticiel, eh ben on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, merci d'avoir suivi ces didacticiels jusqu'au bout et à bientôt.